3 syndicats sur 5 signent l'accord salarial à EDF. La CFDT, quant à elle, s'en remet à la base tout en étant prête à signer à son tour. Il n'y a pas eu aujourd'hui de coupure de courant. Reprise confirmée à la SNCF au 24e jour de la grève. Un seul vrai point noir sur le réseau, la région du Sud-Est. Le franc et le marque sur le tapis vert à Bruxelles. Paris et Bonn attendent chacun un geste de l'autre. Et puis ce samedi 10 janvier, encore un jour de détention pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Peut-être un déblocage dans les 48 heures à l'EDF après les dernières discussions entre direction et syndicats. 3 organisations sont prêtes ce soir à signer l'accord salarial qui faisait problème jusqu'à aujourd'hui. Ce sont la CFTC, la CGC et Force ouvrière, la centrale d'André Bergeron ayant signé à la condition que la CFDT signe à son tour. Tout dépend donc de ce dernier syndicat qui se donne un délai de réflexion tout en se disant quand même prêt à signer. Maryse Manot et Jean-François Hoffmann ont suivi ces dernières discussions. Au dernier moment, la CFDT a fait faux bond à la direction d'EDF qui avait fixé rendez-vous au syndicat cet après-midi. Mais cela n'a pas empêché 3 autres syndicats de signer. Les cadres et la CFTC, c'était prévu. Mais FO a également signé sous réserve de l'application d'une annexe sur l'aménagement du temps de travail et l'intéressement au bénéfice de l'entreprise. Mais rien n'est perdu toutefois puisque la CFDT a fait savoir qu'elle portait un jugement positif sur le texte et qu'elle réclamait un délai supplémentaire de réflexion de 2 jours. Dès lundi matin, elle soumettra le texte à ses adhérents qui devront se prononcer définitivement sur l'accord et sur la poursuite ou non de la grève. Nous avons confiance que les agents de la CFDT comprendront l'importance de sortir d'un conflit en enregistrant des avancées positives pour leur situation. Hypothèse, votre base refuse la signature, vous restez seul avec la CGT dans un conflit très impopulaire. Est-ce que vous en prenez la responsabilité ? Écoutez, nous ne resterons pas seuls dans un conflit impopulaire parce que nous avons aussi décidé à ce Conseil fédéral d'arrêter immédiatement le conflit. Si la base refuse de signer ce texte, ça voudra dire que à d'autres moments, quand les conditions seront meilleures et que la situation permettra de faire avancer les revendications qui ne sont pas satisfaites, nous interviendrons syndicalement. Lundi, la CGT pourrait bien se retrouver seule contre tous dans le conflit EDF. Une première réaction du ministre de l'Industrie, Alain Madelin, qui ne comprendrait pas que la CGT joue les prolongations d'un conflit qu'il juge dangereux pour la paix civile. Cette grève à l'EDF qui a provoqué la colère de bon nombre d'usagers, notamment commerçants et chefs d'entreprise, suscite, vous le savez, une polémique depuis les tout premiers jours. Il y a 2 camps, ceux qui affirment que les employés d'EDF sont les moins fondés à faire grève parce qu'ils sont des privilégiés, et puis ceux qui, au contraire, estiment que ce mouvement est tout à fait justifié. Alors, pour se faire une idée, le mieux, c'est encore d'examiner en détail le régime auquel sont soumis justement les électriciens. C'est ce qu'a fait aujourd'hui Sylvain Sipel. Les 154 000 salariés d'EDF et GDF bénéficient de fait de la sécurité de l'emploi, les procédures de licenciement étant exceptionnelles. En plus du salaire, ils ont le 13e mois et des primes spéciales. Enfin, ils perçoivent un avantage en nature substantiel, payant le kilowattheure à environ 10% de son prix. Oui, mais, répondent les syndicats, les horaires sont souvent difficiles et les salaires d'embauche sont bas. 4 537 francs nets pour un agent d'exécution, 5 500 francs nets pour un agent de maîtrise. Ces salaires n'ont plus bougé depuis 22 mois. Et si l'emploi est assuré, EDF-GDF prévoit pourtant de fortes baisses d'effectifs à l'avenir. Les gaziers et électriciens bénéficient d'un régime propre de sécurité sociale qui les couvre à 100%, ainsi que de prestations avantageuses pour les congés de maternité, de longues maladies, etc. Peut-être, rétorquent les syndicats, mais pour maintenir cette couverture sociale, leurs propres mutuelles y participent de plus en plus. Et puis, leurs caisses de retraite et d'allocations familiales ont reversé à la collectivité un excédent de 1 milliard de francs en 1986, soit 6 300 francs que chaque salarié a versé au titre de la solidarité nationale. Grâce au fameux statut de 1946, issu de la nationalisation, les salariés bénéficient d'œuvres sociales importantes. 1% des recettes, soit 1,7 milliard de francs. Attention, disent les syndicats, ce 1% ne sert pas, comme ailleurs, aux seules activités sociales et culturelles. Il sert aussi à la couverture mutualiste, maladie, accident du travail, etc.
Alors que le climat était tendu ces derniers jours entre usagers et grévistes, alors que Jacques Chirac ou André Bergeron appellent au calme et à la raison, voici maintenant une illustration des vertus du dialogue. Cela se passe à Paris, dans la très achalandée rue des Martyrs, où commerçants et grévistes se sont tout simplement mis d'accord pour éviter trop de peine. Reportage d'Isabelle Bechler et de Frédéric Bazille. Rue des Martyrs, c'est le royaume du petit commerce. Ils sont 122 magasins à jouer des coudes. Leurs étals font l'ambiance de la rue. Tout le caractère de ce Paris populaire du 9e arrondissement passe par la gouaille des commerçants. Alors, sans électricité, c'est le drame. J'estime que c'est une perte considérable en l'espace de 4 jours. Il y a dû y avoir au moins 12 000 francs de perte. Fini les frigos, les congélateurs, les mixeurs, les pétrins électriques. Rue des Martyrs, les coupures ont été sévères. Au deuxième jour, on a réagi parce que c'était plus tolérable, absolument. Et là, le modus vivendi vous paraît à peu près satisfaisant? Alors pour l'instant, nous avons eu satisfaction puisqu'on a fini par nous redonner du courant et on a eu quelques coupures hier, mais légères, donc c'est correct. Une demi-heure, 1 heure maximum, ça va, on peut encore travailler entre les deux. C'est l'association des commerçants qui a pris le taureau par les cornes. Très vite, elle a découvert les vertus du dialogue. Après avoir discuté avec les gens qui étaient retranchés dans le centre Turgot et qui faisaient le dispatching de l'électricité dans le quartier, l'après-midi même, les coupures se sont faites déjà beaucoup moins longues. Ce matin, pas de coupure, mais le centre EDF n'a pas été évacué pour autant. Certains usagers ont décidé de camper là jusqu'à la fin de la grève pour se faire entendre. Du coup, quelques fonctionnaires d'EDF campent là aussi pour surveiller leurs locaux. Et l'ambiance est presque à la franche camaraderie. Nous avons calmé tout le monde, nous avons occupé les lieux pour avoir un impact psychologique, parce que nous en avons un ras-le-bol de ces coupures de courant qui sont sauvages. Donc, sauf arrêt de la grève, vous êtes là pour le week-end? Tout à fait. Et nous sommes organisés pour justement maintenir une présence dans les locaux aussi. Pas d'affolement donc. Pour l'instant, la négociation à la base va se poursuivre devant un steak frites. À la SNCF, le temps est à la reprise, je vous le disais hier soir, et le mouvement se confirme aujourd'hui avec de nouveaux dépôts qui ont repris le travail ces dernières heures. Comme chaque soir, voici un point précis de la grève avec Laurent Boussier. 10h17 ce matin au dépôt de la gare du Nord, l'Assemblée générale commence. Aujourd'hui, elle réunit 70 présents pour 250 agents de conduite. Elle sera longue, plus longue que prévu, et ce n'est qu'à midi moins le quart que les cheminots quittent la salle. Pas de surprise, la grève est reconduite. C'est un mouvement où on est encore majoritaire au niveau national et bon, c'est encore un point fort en France et la direction et le gouvernement misent à fond sur le pourrissement de l'action et les gens se sont déterminés pour une poursuite de l'action, voilà, tout simplement. Et pourtant, un peu partout en France, la tendance est à la reprise. Plus de la moitié des dépôts ont repris le travail. 49 sur 88 selon la direction, 40 sur 70 selon les syndicats. À Paris, 4 gares sur 6 fonctionnent normalement et Saint-Lazare reprendra à 23 h. C'est surtout dans le sud du pays, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice, que le mouvement persiste. Aujourd'hui, 60% des conducteurs étaient à leur poste, la lassitude de 23 jours de grève. Les problèmes financiers, les raisons ne manquaient pas. Pour nous, reprendre le travail, on n'est plus convaincus de la nécessité de faire grève. Moi, je suis pour la reprise du travail, c'est tout. Pourquoi? C'est tout, je suis pour la reprise du travail. Bon, ben, c'est mes convictions, c'est tout. Demain, 70% du trafic devrait être assuré sur les grandes lignes et 75% en banlieue. Situation sans grand changement à la RATP avec les 2/3 des métros qui circulaient aujourd'hui et près de 80% des bus. À noter pourtant que le trafic était interrompu sur les 2 lignes du RER. Plusieurs manifestations un peu partout dans le pays contre ces grèves dans le secteur public, le plus souvent à l'initiative des partis de la majorité. Ce fut vrai aujourd'hui à Bordeaux, à Nancy et à Marseille, où environ 5000 personnes ont défilé sur la Canebière à l'appel du RPR et de l'UDF. Signe des temps, une autre manifestation s'était déroulée le matin même au même endroit, mais elle était organisée par la CGT, réunissant là encore environ 5000 personnes. Reportage de Patrick Boitet et de Robert Rose. Rude journée pour la Canebière aujourd'hui à Marseille, parcourue en quelques heures d'intervalle par 2 grosses manifestations. Ce matin, plus de 5000 personnes ont défilé à l'appel de la CGT, cheminots grévistes, mais aussi agents de l'EDF, postiers et employés du port de la ville.
Une manifestation calme avec un slogan dominant, non aux provocations, oui aux négociations. Il faudrait calmer les esprits. La CGT calme les esprits en disant gouvernement négocié, direction négociée. La manifestation s'est dispersée vers 1h après avoir appelé plusieurs fois les usagers à soutenir les grévistes. Avec nous, usagers, avec nous, usagers, avec nous. Les usagers, on en a vu plusieurs milliers, très en colère cet après-midi à l'appel de l'UDF et du RPR. À partir du moment où on fait une grève, quand on refuse l'avancement par le mérite, ça prouve qu'on est un feignant. Va faire la grève en Pologne. Tous les rouages de l'administration gouvernementale et de l'État sont tenus par les gauchistes, qu'on les fout dehors pour donner la place à ceux qui veulent travailler, c'est-à-dire de braves types. Krasuki en Russie, Krasuki en Russie, puis qu'il y reste. Vous ne craignez pas dresser les Français les uns contre les autres? Écoutez, en tout cas, y aurait-il qu'une catégorie de Français qui aurait le droit de défiler et de descendre dans la rue? Nous sommes des Français à part entière et nous disons avec tous les usagers ici, car ils sont des milliers, notre mécontentement, assez de grève, négocions. Une délégation d'élus s'est rendue à la préfecture pour exprimer les doléances des usagers. Puis la manifestation s'est dispersée dans le calme. D'un côté, les grévistes qui s'essoufflent, de l'autre, les usagers exaspérés avec des manifestations un peu partout, notamment lundi à Paris, à l'appel des élus de la majorité, deux mondes qui s'observent et qui risquent de s'affronter, en tout cas des conséquences forcément dommageables à ce que l'on appelle la cohésion sociale, Gérard Leclerc. Oui, et pour commencer, deux constats. Il y avait dans les entreprises publiques de profonds mécontentements sur les salaires et sur le reste. André Bergeron, dont les mises en garde sont parfois accueillies avec scepticisme, ne s'était pas trompé. Deuxième constat, le gouvernement a tenu ferme sur la rigueur salariale imposée au lendemain du réaménagement monétaire d'Othmar Soum. C'était pour lui un double impératif, économique et politique. Après les étudiants, il ne pouvait reculer une deuxième fois. La lassitude, certaines concessions, parfois tardives, et quelques primes devraient finalement remettre les trains sur les voies et peut-être rétablir demain le courant. Force ouvrière, la CFDT souhaite en tout cas en finir rapidement. Mais la sombre période des fêtes laissera des traces. Dans l'immédiat, le gouvernement aura montré sa détermination et la CGT sa force. Mais beaucoup de grévistes et d'usagers garderont de l'amertume ou de la rancœur. Le risque est réel de voir le tissu social se déchirer et les catégories se dresser les unes contre les autres. Alors que tout le monde se félicitait par exemple de la réhabilitation de l'entreprise, on voit aujourd'hui les fonctionnaires se faire traiter de privilégiés, les patrons d'égoïstes, les agriculteurs de profiteurs, etc. Or, c'est de cohésion sociale, de dialogue que la France a le plus besoin dans la compétition internationale. Chacun à leur manière. François Mitterrand et Jacques Chirac l'ont d'ailleurs rappelé récemment. J'ajoute qu'il y a également ce sondage à paraître lundi dans Le Point. Il indique que 55% des Français seraient favorables à des élections générales dans les semaines qui viennent si la crise sociale se poursuivait. Et puis, conséquence de la très longue grève à la SNCF, sans doute 50% des personnes interrogées se disent favorables à une modification du droit de grève dans le service public. L'autre grosse affaire du week-end, c'est bien sûr la réunion des responsables monétaires européens à Bruxelles. Il s'agit probablement de préciser les termes d'un réaménagement monétaire après la flambée du mark contre le franc. Une ambiance en tout cas très tendue en Belgique. Nous le verrons dans un instant avec Philippe Sassier. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir quelles sont les règles de fonctionnement de ce que l'on appelle le système monétaire européen, le SME, qui fut un temps, rappelez-vous, serpent monétaire. Voici l'explication claire parce que simplifiée de Jean Lebert. Principe de base du système monétaire européen, les monnaies varient les unes par rapport aux autres, mais dans des limites bien précises. Au centre de ce système, l'écu, une unité monétaire, établie à partir d'un panier rempli de différentes devises européennes. La valeur de l'écu est calculée chaque jour à partir du cours de ces différentes devises. Aucune monnaie du système ne peut varier de plus de 2,25% à la hausse comme à la baisse, par rapport à une moyenne que l'on appelle cours pivot. Autrement dit, jamais l'écart entre une monnaie faible et une monnaie forte ne peut être supérieur à 4,5%. Exception pour la lire italienne qui peut varier de plus de 6%. Dès qu'une monnaie menace de sortir du système, comme le Deutschmark ou le franc français en ce moment, la solidarité entre les pays membres joue et leurs banques centrales interviennent sur le marché. La monnaie la plus forte soutenant la monnaie la plus faible. Un exemple,
Quand le mark, poussé par la spéculation, décale trop vers le haut, la Banque centrale allemande vend du Deutschmark pour le faire baisser. En contrepartie, elle achète du franc français, ce qui théoriquement devrait le faire remonter. Mais si ces tensions durent trop longtemps, il faut changer les règles. Une seule possibilité, un réaménagement. Traduisez réévaluation pour les plus fortes, dévaluation pour les plus faibles. C'est ce qui va se passer. Le Deutschmark est poussé à la hausse par la trop bonne santé de l'économie allemande. Pour le franc, la baisse du dollar n'a rien arrangé. Il est en plus affaibli par les conflits sociaux. Un réaménagement est devenu nécessaire pour rétablir un équilibre au sein du système monétaire européen. L'ambiance est très tendue sur place, je vous le disais, avec une opposition déjà claire entre les Français et les Allemands. Alors pour plus d'informations, nous retrouvons Philippe Sassier qui suit les événements de Bruxelles pour nous. Il y a eu tout au long de la journée de nombreux contacts entre les différentes capitales européennes, notamment, vous vous en doutez, entre Paris et Bonn. Et à Bruxelles, beaucoup de rumeurs ont circulé, le plus souvent invérifiables. Nous avons appris que les discussions auraient été très dures entre les Allemands et les Français, que certains experts auraient évoqué la nécessité d'un écart de 8% entre le franc et le mark, que les Italiens refuseraient de dévaluer et que les Belges demanderaient à réévaluer. La question qui se pose ce soir est de savoir s'il y aura demain une réunion des ministres des Finances européens. Si oui, cela signifie qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau des experts et que les politiques devront descendre dans l'arène. L'affaire pourrait alors prendre une autre tournure. Édouard Balladur, qui s'était battu au mois d'avril à Haute-Mazoum pour convaincre ses collègues qu'il fallait dévaluer le franc, devra à Bruxelles se battre pour les convaincre du contraire. Ça ne sera pas facile, dit-on ici. Et ce soir à Bruxelles, on évoque quand même davantage l'hypothèse d'un réaménagement général des monnaies que d'une réévaluation unilatérale du mark. La disparition d'un chalutier dans le golfe du Morbihan, le Gaylord, immatricule à Concarneau, a accroché un câble sous-marin hier soir. Il n'est pas parvenu à se dégager et aurait donc sombré. Des 5 hommes d'équipage, un seul a été retrouvé sain et sauf. Les recherches ont été abandonnées ce soir. Une première médicale en France, un bébé d'1 mois qui bénéficie d'une greffe de cœur. L'opération s'est déroulée hier dans le service du professeur Neveu à l'hôpital Laennec à Paris. Une technique déjà utilisée dans plusieurs pays, mais jamais en France. Voici les explications de Pierre Lee. 1 mois après la naissance, le cœur d'un nourrisson, c'est gros comme une mandarine. C'est un cœur de cette taille-là qui a été prélevé sur un bébé qui malheureusement a été condamné pour être greffé sur un autre bébé du même âge que lui pouvait être sauvé. C'est la première fois en France qu'une telle opération avait lieu. L'organe à greffer, trouvé en province, a été transporté hier à Paris par avion. Le cœur a été implanté à l'hôpital Laennec dans le service du professeur Neveu. Aujourd'hui, les médecins sont satisfaits d'avoir sauvé un enfant. Cette intervention a été décidée parce que l'enfant allait mal, était en menace de mort d'un instant à l'autre et parce que, d'autre part, les conditions se présentaient favorablement pour avoir un donneur de taille et de groupe sanguin correspondant. Le fait de faire une transplantation cardiaque chez l'enfant ne pose pas de problème sur le plan de la technique chirurgicale elle-même. Par contre, pose un problème sur le plan du donneur parce qu'il faut trouver un donneur de taille adapté. Et fort heureusement, il y a peu d'enfants qui décèdent et qui peuvent être considérés comme des donneurs potentiels. Ce qui permet aujourd'hui de telles transplantations, c'est l'évolution des médicaments anti-rejet. Si ce programme est susceptible de se développer et va se développer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est grâce au fait que les traitements immunosuppresseurs dont nous disposons actuellement pour faire le plus difficile dans ce domaine, c'est-à-dire éviter le rejet des greffes, est devenu un traitement qui évite le recours à des médicaments comme la cortisone et qui permettent, grâce à la cyclosporine, car c'est le grand progrès actuel, permet d'éviter ce recours et par conséquent probablement de permettre à ces enfants d'avoir une survie de qualité bien meilleure. Le MRG en congrès à Montpellier, les radicaux de gauche réunis pour désigner leur nouveau patron. François Doubin est de toute évidence le grand favori, mais c'est aussi l'occasion pour ses amis de se situer un peu plus précisément face au Parti socialiste. Reportage de Pascal Guimier et de Noël Alexandre. Un congrès comme les radicaux en redemandent. Je suis le deuxième orateur, gardez des réserves s'il vous plaît, vous en aurez sans doute besoin. 3 mois après les empoignades du Palais des Papes en Avignon, la pièce prend comme un air de déjà-vu. Improvisation savante, sens consommé de la mise en scène et envolée lyrique comme on n'en ose plus. Hélas pour nous, notre fougue est trop souvent traversière et elle tombe sur nos tristes scores électoraux.
Derrière ce folklore, deux lignes politiques opposées et pas moins de 3 candidats qui s'affrontent. D'abord François Doubin, l'actuel président, un maître mot autonomie par rapport au PS, un discours de continuité. Il ne s'agit pas ici de la deuxième manche d'Avignon. Avignon a défini une ligne et je ne vois pas comment ce parti pourrait, à quelques mois d'intervalle, se déjuger. Dans la même mouvance, semble-t-il, Alain Dutoya, 35 ans de militantisme et une ambition dire au pays ses 4 vérités, quoi qu'il en coûte. À gauche toute, Michel Crépeau, lui, roule pour François Gaillet, un homme neuf, soutien inconditionnel à François Mitterrand. Je n'ai pas un mot, ni à ajouter, ni à retrancher à ce que je vous ai dit en Avignon. Le vote aura lieu demain, place maintenant aux discussions de couloir. Une modification du mode de scrutin, c'est ce que demande Jacques Chaban-Delmas, mais seulement pour les régions, bien sûr. Son argument, elles sont ingouvernables. Sa proposition, utiliser comme au municipal une proportionnelle qui assure la majorité de la liste d'arrivée à la liste arrivée en tête. À l'étranger, au Liban, l'aéroport international de Beyrouth a été bombardé pour la 2e fois en 48 heures. 14 obus ont touché la piste en 20 minutes, au moment même de l'atterrissage d'un Boeing 707. Les 126 passagers ont débarqué sous le feu aveugle des mortiers. Il n'y a pas eu de victimes, plus de peur que de mal pour cette fois. Le trafic aérien a quand même pu reprendre aujourd'hui dans la soirée. Le retour de Michel Sardou au Palais des Congrès à Paris, 2 mois de planche pour le chanteur qui se produit jusqu'au 1er mars. Un véritable marathon qui promet, comme à chaque fois, d'attirer beaucoup de monde. Nicole Cornu-Langlois l'a rencontré il y a un instant dans sa loge. Michel Sardou, dans quelques minutes, vous entrez en scène avec un nouveau tour de chant et 9 chansons nouvelles, avec, je crois, un style Sardou un peu différent. Un petit peu, ce sont des chansons d'humour, d'amour, de tendresse. Ça change un petit peu. Il y a moins d'agressivité, il y a plus de calme. C'est peut-être les 40 ans qui veulent ça. À ces 40 ans, justement, puisque ça n'est pas un secret. À cet âge-là, on fait des bilans. Le public que vous allez voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il a représenté depuis des années et maintenant? Ah, il a représenté vous savez, on dit, tous les acteurs disent c'est notre raison de vivre, c'est notre soutien, et c'est vrai, on peut croire qu'ils exagèrent ou qu'ils le font comme ça pour faire plaisir, mais non, si je suis là depuis 20 ans, c'est grâce à eux, ils sont indispensables pour notre spectacle. S'il n'y avait pas de public, le spectacle perdrait complètement sa raison d'être, et puis je crois qu'aussi le public évolue, il change, je le vois... Je vois les parents venir avec les enfants, je vois d'autres enfants arriver, je vois une clientèle qui change. Ça m'oblige à changer moi aussi, ça m'oblige à me modifier. Enfin, on a une relation muette, mais très présente quand même. J'ai marché Madison, la 5e et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Les bateaux de l'Hudson formaient sur l'eau comme un arc, ils remorquaient comme une barque Manhattan. Les voitures téléphones aux vitres aveuglées passaient dans la fumée des chicanes. Voilà, Michel Sardou au Palais des Congrès jusqu'au 1er mars. Je vous parlerai dans un instant du spécial chanson française ce soir sur Antenne 2. Mais d'abord le Paris-Dakar, la 9e étape qui ralliait Dirkou à Anoumé et Kéréné, a vu la victoire de Rayé et de Vatanen. Pas de changement donc en tête du classement général que nous rappelle Thierry Blanco. Vatanen victorieux du marathon des sables à Agadez, second Rigal à 21 minutes, Cowan remporte la 3e place, seule victime du sable aujourd'hui le Kenyan Meta enlisé. Au général, Vatanen seul en tête devant Zaniroli et Shinozuka. Chez les motards, première victoire d'étape pour Gaston Rayé, il devance Neveu et Picot. Au général, Neveu toujours leader devant Auriol, Rayé prend la 3e place aux dépens de Depétri.
Et puis les tiercés du week-end. Alors avant d'écouter vos pronostics pour la course de demain, Pierrette, les rapports et résultats de ceux d'aujourd'hui qu'on va découvrir immédiatement sur l'écran. Voilà, un tiercé 20, 8, 4, combinaison gagnante. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 16 250 francs. Et pour 5 francs placés dans un ordre différent, 3 250 francs. C'était à Vincennes et demain, ce sera encore à Vincennes. C'est bien cela. Et plus que le tiercé, la grande attraction demain après-midi à Vincennes sera la présence d'Ourasi, le fameux Ourasi, le crack, vous connaissez, qui profitera certainement du prix de Belgique, l'ultime course préparatoire au prix d'Amérique qui se court le 25 janvier, pour essayer d'enlever sa 15e victoire consécutive. Quel crack! Grand favori. Voilà, quant au tiercé, eh bien, il se courra dans une épreuve très importante d'un haut niveau sportif, puisqu'il s'agit du prix de Rouen, qui réunit une vingtaine de chevaux âgés de 5 et 6 ans, qui vont s'affronter sur 2650 mètres, un parcours très sélectif. La course n'est pas gagnée. Moi, pour pimenter un petit peu mon pronostic, je vous propose un outsider en tête, Kyriam, qui porte le numéro 7, et puis ensuite les deux favoris de la course, Quiton du Corral le 19, Pontianac le 20, Kibi le Bonheur, ensuite le 5, Permadour GD le 17, Pérugin le numéro 16, Manchester le 15 et pour terminer Kideo du Hoti le numéro 4. Notez bien leur numéro, 7, 19, 20, 5, 17, 16, 15 et 4. Voilà, je pense que c'est noté. Nous allons parler météo maintenant avec Brigitte Semeneta qui donne ce soir dans la majuscule. Oui, c'est vrai, c'est l'hiver avec un grand H, l'hiver qui se sert de toutes ses ressources. Alors nous allons jeter un coup d'œil sur l'image satellite. Elle est parlante avec une énorme perturbation qui recouvrait pratiquement tout le pays. Perturbation extrêmement active qui a donné des pluies abondantes sur la Méditerranée et des chutes de neige importantes à partir de 400 mètres. Cette situation nous oblige à vous proposer une carte intermédiaire, celle de la nuit. Parce que pour cette nuit, la météorologie nationale a passé un avis de tempête sur la Méditerranée. Les précipitations seront encore abondantes sur le sud et des congères pourront se former sur les Alpes ainsi que sur la Lozère et l'Ardèche. Partout ailleurs, le ciel sera nuageux et on aura quelques flocons de neige sur la moitié nord ainsi que du Crésil. Enfin, cette carte se justifie par les températures que nous aurons au cours de la nuit, puisque nous allons descendre, vous l'avez vu peut-être, nous allons descendre jusqu'à moins 10 degrés à l'est, jusqu'à moins 8 degrés sur le bassin parisien et moins 4 degrés sur le centre. Demain, l'avantage de cette tempête, c'est qu'elle repoussera plus ou moins la perturbation, car les nuages resteront tout de même nombreux sur les Alpes, donnant de la neige, toujours à partir de 400 mètres, de la pluie sur Nice et la Corse. Des nuages également nombreux sur le sud-ouest, qui donneront encore quelques flocons de neige sur les Pyrénées, mais partout ailleurs, ce sera une alternance de belles éclaircies, de petits passages nuageux qui donneront ici ou là un ou deux flocons. À ne pas oublier sur la Méditerranée, le Mistral qui soufflera encore très fort. Les températures donc pour demain, cette fois maximale, celle que vous aurez aux environs de 15 heures. Regardez, de moins 8 à 0 degrés sur la moitié nord, de moins 2 à plus 10 degrés sur la moitié sud, mais les températures positives ne concernent vraiment que l'extrême sud du pays. Alors demain, ce sera le dimanche 11 janvier, le soleil se lèvera à 8h43, se couchera à 17h14 et ce sera la Saint-Paulin. Chère Brigitte, permettez-moi de vous offrir un grand verre d'eau. C'est très gentil, merci. Dernier journal, ce sera avec Philippe Arroir, ce sera tard, ce soir aux environs de minuit 45. Mais maintenant, vous avez un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, un Champs-Élysées spécial chanson française, avec un invité qui est un peu l'événement dans l'événement, c'est Charles Trenet, qui pour la première fois depuis 6 ans, me semble-t-il, chantera en public, en direct, avec un grand orchestre. L'occasion d'écouter à nouveau La Mer, il y a de la joie, ou encore Douce France, ces refrains qui ont fait justement la chanson française. C'est juste après ce journal. Bonsoir, à demain 20h.